Nous allons maintenant accueillir Hortense Archambault. Hortense Archambault a co-dirigé le Festival d'Avignon et quand elle a assuré cette co-direction, elle a innové en accueillant un artiste chaque année pour coproduire la programmation du festival. Elle a récemment fait partie des 3 personnes missionnées par le Premier ministre pour lancer une concertation et boucler cette concertation sur l'intermittence. Le rapport a été remis en janvier dernier. Et aujourd'hui, elle dirige une maison de la culture à Bobigny, la MC 93. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir Hortense Archambault, dont l'intervention pourrait porter sur cette idée de faire autrement. Bonjour. Bonjour. Je suis aujourd'hui dans un moment bien particulier de mon parcours professionnel, celui du démarrage d'une nouvelle aventure doublée de circonstances assez atypiques. En effet, je dirige depuis septembre dernier la MC 93 à Bobigny. Le théâtre est en travaux, il n'y a pas de programmation cette saison. Et donc j'ai la chance d'avoir du temps avec une équipe et un peu de moyens pour installer un nouveau projet. Ce nouveau projet, je l'ai écrit forte de mon expérience professionnelle passée et aussi dans l'idée qu'il fallait absolument réinterroger le fonctionnement de nos institutions culturelles et leur positionnement dans la société. Après avoir dirigé pendant 10 ans le Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier, je souhaitais pouvoir m'occuper au quotidien d'un théâtre, d'un lieu qui puisse accompagner la création et qui soit inscrit dans un territoire populaire. Je suis en effet convaincue que c'est là que ça se passe, que l'avenir est dans ces territoires populaires, inventifs, cosmopolites, abritant le monde et la jeunesse. Si une nouvelle vieille Europe, pour reprendre une expression de Jacques Derrida, peut advenir, c'est là qu'elle va éclore, débarrassée de la peur qu'elle éprouve devant les 2 figures d'avenir que sont la jeunesse et l'autre. Une Europe et une France que j'appelle depuis toujours de mes vœux, capable non seulement de défendre les valeurs des droits de l'homme, mais aussi de les partager. Dans ce Paris quasi pascalien, les théâtres publics ont un rôle essentiel à jouer. Pour cela, il nous faut avoir le courage de les repenser comme prélude à repenser nos sociétés. Je suis frappée de voir depuis plusieurs années à quel point nous sommes dans le paysage institutionnel public sur la défensive, assignés à légitimer sans cesse notre existence, à justifier le fait que nous ne coûtons pas si cher. Frappée de voir, au fond, combien nous sommes nostalgiques aussi d'un temps où personne ne semblait nous remettre en cause et où le politique était toujours cultivé et nous comprenait. Force est de constater qu'il ne suffit plus aujourd'hui de faire des spectacles magnifiques et que le caractère de service public de nos lieux n'est plus manifeste. Sans se lamenter, tranquillement, il faut penser ce qu'est un théâtre public de demain, contemporain et populaire. Pas de déploration, mais des actes, des tentatives, des amitiés, du lien. Prenons en charge l'héritage de toute l'histoire de la décentralisation issue d'une politique culturelle publique ambitieuse. Pas de tabula rasa, mais construire en conscience de cet héritage qui est plutôt formidable et sans être écrasé par lui. Et aussi savoir combien le monde change vite, que cela nous plaise ou non. L'expérience du Festival d'Avignon, où la figure de Villard peut être à la fois stimulante ou se transformer en statue du commandeur, m'aide considérablement. De Villard, je me nourris de cette belle idée du théâtre populaire comme utopie nécessaire. Et cherche toujours ce que serait la traduction de cette phrase aujourd'hui. Un théâtre de grande mixité sociale et de métissage culturel. La MC 93 est une aventure particulière. Elle a pu dire quelque chose du monde et incarne la réussite d'un projet artistique fort et international. Cependant, comme me l'a fait remarquer André Mondy, qui a eu un rôle clé dans le développement de cette maison, il faut la réinventer en tenant compte du fait que le monde qui a présidé à sa naissance a disparu. Tout au moins sa représentation, celle d'une classe ouvrière homogène qui a fait place à l'apparition des communautés et à la forte présence des religions. L'idée, par exemple, que le peuple doit se préparer, notamment en se cultivant à diriger le pays, peut sembler dérisoire aujourd'hui.
Il nous faut affronter désormais une progressive disparition des corps intermédiaires, comme de la confiance dans l'action publique. La lutte contre les inégalités n'apparaît plus comme être une priorité. Bon, voici brossé à gros traits le tableau du contexte. C'est très subjectif, je l'admets, mais il me semble que l'exercice du témoignage veut cela. Je voudrais maintenant partager avec vous 3 de mes préoccupations. J'ai du temps pour réfléchir, c'est un luxe, j'en ai conscience, et c'est en partageant les idées qu'elles s'élaborent, et c'est en confrontant nos expériences que ces idées se transforment en actes. Je voudrais commencer par les droits culturels. Cette notion est de plus en plus présente dans les débats, à tel point que je crois nécessaire de s'en saisir, de se les approprier de manière critique, et ainsi de contribuer à leur définition et à leur mise en œuvre. Par ailleurs, la démarche est assez stimulante. Je vous lis un extrait de la déclaration de Fribourg datant de 2007 qui pose une définition de cette notion. Alors, les droits culturels sont à l'égal des autres droits de l'homme une expression et une exigence de la dignité humaine. Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. L'intervention publique se légitime par les enjeux culturels publics qui sous-tendent une politique culturelle publique. Aujourd'hui, nous partageons tous celui qui consiste à fabriquer le patrimoine de demain à travers la création de grandes œuvres, le cœur de notre mission. Et cependant, cet enjeu semble souvent insuffisant. La réflexion sur les droits culturels nous permet d'ouvrir d'autres pistes complémentaires. Par exemple, la culture peut nous permettre de faire société ensemble, ce qui serait un enjeu suffisant pour lui donner un caractère d'un bien commun. Et si c'était cela qui était notre mission principale, comment devrions-nous procéder? Quelles sont nos compétences? Je pense au mode de vie, par exemple. Que pouvons-nous dire ou faire sur le sujet pour permettre à plusieurs modes de vie d'être reconnus et de coexister? Comment transmettre ou partager ces compétences? Quel est le cadre de notre action? Quelle réappropriation de nos espaces est-elle possible? Et par qui? Quels sont les codes qu'il faudrait partager pour les occuper? Très concrètement, pour prendre un exemple très actuel qui fait débat en Allemagne, où les théâtres se sont largement ouverts, faut-il héberger temporairement des migrants? Une des difficultés des droits culturels réside dans leur définition très large de l'art au mode de vie. Cet éventail considérable, englobant des notions inhabituelles pour nous, rend complexe leur appréhension concrète. Il reste à se déplacer, se déprendre des catégories existantes, changer de point de vue, trouver de nouveaux paramètres et gagner en souplesse intellectuelle. C'est pas facile. Les droits culturels poussent à penser les relations sur des principes d'horizontalité et donc à favoriser les échanges. Découlant des théories sur les droits humains, il s'agit d'augmenter la capacité des personnes pour qu'elles puissent négocier une meilleure position pour elles-mêmes dans leur société. Dans le domaine culturel, on pourrait traduire cela par la capacité de chacun à générer son propre imaginaire. Il n'y a pas de règle pour cela. Et c'est donc ce qui en fait tout l'intérêt comme la difficulté. La nécessité est donc de se doter d'endroits d'expérience. Nous l'appelons à la MC 93 la fabrique d'expérience. Il s'agit de dessiner un espace où chacun est tour à tour participant et chercheur, où les projets émanent des artistes, des enseignants, de groupes de spectateurs ou de personnes du champ social. La MC 93 met ses compétences et ses moyens au service des questions de société dans lesquelles le spectacle pourrait être tout ou partie de la réponse. Le spectacle pris tour à tour comme outil ou comme art. Cela pose des problèmes inédits en termes d'organisation. J'ai lancé une large exploration de notre territoire avec les artistes en résidence et aussi en accompagnant des projets artistiques spécifiques. En complément, une large prise de contact est menée avec les acteurs du champ social, auxquels nous demandons à chacun comment nous pouvons leur être utiles. Après quelques mois, je peux vous affirmer que le spectacle peut tout à fait être une demande sociale forte, même à des endroits inattendus. Simplement, il faut pouvoir l'entendre dans ses formes les plus diverses. L'idée que chacun est acteur de sa pratique culturelle ne transforme pas toute personne en directeur d'institution culturelle, ni en artiste.
Les droits culturels sont parfois effectivement à tort compris comme étant ceux de faire une programmation. Apparaît alors la crainte que l'on aboutisse à un nivellement par le bas, celui auquel mène toujours le fait de répondre aux désirs de la masse dont on présuppose les besoins et qui menace la liberté des artistes. L'autre crainte est que l'on soit conduit à une relation de consommation à la culture, segmentant les publics à la manière de stratégie marketing pour que chacun soit contenté et trouve son dû. Souvent, malheureusement, nos institutions fonctionnent déjà un peu comme ça, face à notre obligation de plus en plus forte d'atteindre des objectifs élevés de fréquentation. Cette crainte fait aussi écho à notre difficulté à faire face à la structuration communautaire de la société, notamment avec tous les fantasmes produits par la mise en doute de notre modèle d'intégration républicain. Souvent, nous sommes réellement démunis. Pensons donc les droits culturels comme étant la possibilité d'associer des personnes à la réflexion sur les missions et les enjeux d'un théâtre public, lesquels ne peuvent pas se résumer à la programmation. Je conçois la fabrique d'expériences comme une mission majeure de la MC 93, mais à côté de la programmation. Il est possible d'accompagner le spectateur dans la rencontre de ce qui est le plus contemporain, le plus radical, en l'associant au processus de création, en amont et en aval de la représentation, en l'écoutant, lui permettant d'avoir une place dans nos maisons. Les expériences nombreuses que nous avons menées au Festival d'Avignon me permettent d'affirmer que c'est possible avec tout spectacle et tout artiste. Progressivement, les spectateurs eux-mêmes prennent des initiatives et se regroupent. Ainsi est né à Avignon le groupe Miroir, issu des rendez-vous réguliers avec des artistes que nous organisions tout au long de l'année pour qu'ils parlent de leur création en cours. Pour poursuivre cette expérience, j'ai appelé les spectateurs qui souhaitaient être compagnons de la MC 93 à nous rejoindre. Nous avons des alliés, les mouvements d'éducation populaire, les associations du champ social, l'éducation nationale. Nous devons renouer avec eux dans la réflexion et nous verrons vite que nos préoccupations, nos difficultés et nos joies sont très proches. Le territoire de la Seine-Saint-Denis est riche de multiples associations et d'acteurs militants, encouragés par une politique incitative au long cours et ambitieuse du Parti communiste poursuivie par le Parti socialiste. L'une des difficultés à débattre sereinement des droits culturels est, me semble-t-il, liée à l'écart qui s'est progressivement creusé entre l'éducation populaire et le champ artistique. Ce dernier se sent souvent menacé, parfois à juste titre, par un côté donneur de leçons de certains tenants des droits culturels qui savent ce que veulent les personnes ou déclarent que chacun est artiste. Mon parcours professionnel a toujours mêlé l'action culturelle à la création artistique. Partout, les enjeux sont les mêmes, création et émancipation. Nous n'avons, me semble-t-il, qu'une crainte à avoir, celle d'être débordés, de ne pas être en mesure de répondre à la multiplicité des sollicitations. Nous n'avons qu'une possibilité, devenir des lieux de discussion, de controverse et de négociation. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est l'universel, ou que représenter. De quelle représentation symbolique notre société peut-elle avoir besoin pour penser, pour se consoler, pour trouver des lieux de convivialité, de reconnaissance commune. Ou, ailleurs que dans un théâtre, pouvoir assumer nos désaccords et donc nous obliger à nous écouter, ne pas évacuer, comme dit Dieudonné Nyanguna, les sujets qui nous ressemblent mais ne nous rassemblent pas. Pendant mes 2 années de chômage, j'ai eu la joie d'enseigner plusieurs fois à de futurs responsables culturels, à des artistes et à d'autres étudiants. Une chose m'a frappée avec cette génération qui a 20 ans de moins que moi. Pour eux, la question de l'universel n'était pas du tout centrale, comme elle pouvait l'être pour moi. Dans l'univers anglo-saxon, la société comme nos publics est pensée divisée en community, à laquelle correspondent des attentes spécifiques. Que nous soyons obligés en Occident, après tous nos renoncements et les concessions que nous avons bien pu faire sur nos valeurs universelles, de considérer que la vision occidentale n'est plus la seule vision dominante, est un fait. Notre universel est souvent vécu comme néocolonialiste et il faut savoir l'entendre. Pour autant, renoncer à l'idée que l'humanité pourrait s'accorder sur des valeurs et des utopies communes m'est strictement impossible. Ainsi, me semble-t-il, nous pouvons penser nos théâtres sur nos plateaux et dans nos salles, comme des endroits où se discute et se forge un universel en permanente évolution. Ce dernier serait inscrit dans un paysage mental mondial où l'apport culturel de chacun, fort de son histoire, de sa mémoire, de ses traditions et de son trajet, contribue à construire une représentation symbolique commune.
Il faut alors parler de la diversité. Revenu habiter en région parisienne et qui plus est en Seine-Saint-Denis après 11 ans d'absence, je ne peux qu'être attentive à ce que la France qui s'y vit est une France monde et multicolore. Or, dans nos salles, comme sur nos plateaux, force est de constater qu'elle ne s'y retrouve pas. Et que donc nous manquons à représenter la richesse de la diversité et, me semble-t-il, aussi à penser la complexité de notre société. Il y a aussi ce que l'auteur Lazare appelle les récits manquants, ceux que l'on n'entend pas, ceux qui manquent consciemment à une partie de nos concitoyens, car leur histoire n'est pas racontée, ceux qui manquent inconsciemment aux autres, car ce manque n'est pas partagé. L'un de ces récits, le plus évident, est celui de la colonisation. Les classes populaires sont trop peu souvent représentées, à mon avis. Mis à part chez Horvath, elles sont la plupart du temps assignées à la question du travail. Or, de fait, sociologiquement aujourd'hui, les questions de la diversité et des classes populaires sont étroitement mêlées. Je crains qu'il ne faille, après avoir prêté attention à ce que les femmes soient plus présentes et mieux produites, continuer d'interroger la représentante de la société que nous donnons. Il y a heureusement de multiples initiatives sur le sujet et une prise de conscience qui se fait progressivement. Nous sommes poussés par la jeune génération pour qui, notamment, la diversité ne fait plus signe dans les distributions. En troisième point, j'aurais voulu vous parler de la relation aux artistes et de leur place nécessaire au cœur de nos maisons. Ceux qui me connaissent savent combien c'est une question qui m'est chère. Mais il aurait fallu plus de temps pour pouvoir m'étendre, et donc je vais passer ce point-là et espère être invité une autre fois au BIS pour pouvoir vous raconter tout ce que je pense sur le sujet. En troisième et dernier point, du coup, je vais vous parler de l'évaluation. En effet, je suis en train de rédiger un COM, contrat d'objectifs et de moyens, liant la scène nationale MC93 avec ses différents financeurs publics. L'exercice est passionnant et difficile car je souhaite y définir nos missions sans les figer, qu'elles puissent être l'objet d'expériences, qu'elles puissent évoluer, qu'elles puissent être discutées avec le politique et les usagers, spectateurs, artistes, enseignants, citoyens. Il me semble que chaque COM doit être tout à fait spécifique et singulier. Il faut aussi penser de nouvelles manières de les évaluer. Cette question de l'évaluation a fait l'objet d'échanges très constructifs avec les élus de la FNCC à partir de 2006 et de plusieurs rencontres publiques à Avignon. Les élus sont donc prêts, me semble-t-il, à en discuter. Je ne suis pas certaine que, de notre côté, nous ayons déjà élaboré les critères et les méthodes à leur proposer. Voilà mon témoignage, le souhait de partager avec vous ces questions, de les mettre en débat. Si vous ne pouvez réaliser votre rêve, c'est que vous l'avez mal pensé, dit Théodore Monod. Et si le rôle du théâtre était celui de nous aider à penser nos rêves, une chose est sûre, il nous faudra du temps. Merci de votre écoute. Merci Hortense Archambault. Alors, vivre une expérience, vous venez d'en vivre une. C'est quoi vivre une expérience de grand témoin pour vous? J'ai l'impression que par rapport à tout ce que je vous ai raconté, on a absolument besoin d'arriver à trouver des moyens d'échanger et de travailler ensemble. Il me semble que cette expérience de grand témoin, c'est comme un appel à ce qu'on trouve les modalités pour pouvoir réfléchir ensemble. En tout cas, là, il y a 3 beaux chantiers que vous nous avez proposés. Merci beaucoup, Hortense Archambault. Merci.